comment faire en sorte que le client devienne un ambassadeur de l'entreprise. La Fontaine aborde ces sujets-là dans la fable en faisant le distinguo entre le léopard et le singe devenant celui qui va beaucoup plus dans la relation client, dans le partenariat et non pas dans la pure transaction, dans le pur avoir. Dès lors, La Fontaine fait un lien réel entre l'art de la vente et le théâtre. Il reboucle sur cette idée en disant que finalement la véritable vente, c'est celle qui fait apparaître une nouvelle vérité, une nouvelle réalité pour le client et qui fait comprendre au client son véritable besoin, qui est qu'effectivement l'offre vient donner une nouvelle cohérence au monde du client. Et donc on fait un lien avec la maïeutique, la catharsis de la tragédie antique, telle que nous l'exprime La Fontaine dans cette fable. Donc, le singe et le léopard, un exemple, une illustration des compétences techniques très précises, encore une fois, très en lien avec le quotidien de l'entreprise, qu'on peut retrouver chez La Fontaine, et en quoi finalement une fable peut nous aider à réfléchir à nouveau sur nos outils marketing par exemple, mais en tout cas sur notre technique au sein de l'entreprise. Si on passe dans le domaine, je reste sur le domaine technique ici, mais j'ai évoqué tout à l'heure les grands chercheurs en sciences sociales et en sciences du management qui écrivent des livres. Ici, vous avez un modèle de développement des entreprises, le business model Canva d'Osterwalder. Il s'est vendu 1 million d'exemplaires du livre qui sous-tend ce modèle. C'est un modèle qui vient décrire finalement les différentes composantes de l'entreprise et en quoi quel est le système qui sous-tend l'entreprise et comment on peut construire un modèle d'affaires, un business model performant. Donc, on retrouve les différentes rubriques, quels sont les partenaires clés, quels sont les types de clients, quelle est l'offre qu'on veut véritablement offrir. Et quand on fait l'exercice de juxtaposer finalement ce business model Canva avec les fables de La Fontaine, voilà ce qu'on obtient. Les fables de La Fontaine couvrent l'essentiel de ce modèle d'affaires. On retrouve chez La Fontaine des notions, des conseils, des pratiques qui peuvent éclairer l'essentiel de l'entreprise dans son quotidien aujourd'hui. Si on en reste sur cette notion de modèle développée par d'autres chercheurs, et je fais la transition avec les compétences plus managériales, ce modèle de la gestion du changement, de l'acceptation du changement, a été développé par une psychanalyste, Elisabeth Kübler-Ross. L'idée, c'est de se dire, voilà, quand il intervient un changement dans la vie de chacun, et a fortiori dans les organisations, ça peut être une innovation, mais ça peut être aussi quelque chose de plus difficile, comme une réorganisation, comme par exemple une fermeture, une restructuration, une fermeture d'usine. La réaction des personnes est souvent alignée sur cette courbe. D'abord, effectivement, il y a ce choc de l'annonce, on ne s'y attendait pas. Il y a changement, donc ça veut dire changement dans le quotidien, changement dans les habitudes, changement dans les perceptions, dans les croyances, et donc première réaction, déni. Non, on ne changera pas, il est hors de question, ça marchait très bien avant, on reste comme on est. Puis le changement est confirmé, donc on rentre dans la colère, on n'est pas content, on manifeste, on comprend qu'on n'a pas le choix, donc on commence à négocier, puis on est déprimé, et puis finalement il y a ce mouvement qui remonte. On est au fond de la courbe, mais on remonte vers l'acceptation. On se dit que peut-être qu'il y a quelque chose à en retirer, alors on va essayer, et puis on se rend compte qu'il y a du bon, effectivement, on prend une décision, et puis ensuite on se relance et on part vers une nouvelle aventure. Cette gestion du changement, ce modèle finalement de l'acceptation du changement, très similaire, nous dit Kübler-Ross, à un phénomène de deuil. On fait son deuil et puis ensuite on accepte et on repart. Il se trouve que c'est un modèle qui est éminemment utilisé en entreprise justement pour la gestion du changement, quand on a des nouveaux projets pour accompagner les équipes. Et ce modèle se trouve être particulièrement bien décrit par La Fontaine dans une autre fable, c'est le chien à qui on a coupé les oreilles. Alors le chien à qui on a coupé les oreilles, c'est une fable absolument affreuse. On a là un pauvre chien de garde à qui, effectivement, on a coupé les oreilles parce que figurez-vous que du coup, il n'a plus de prise par rapport au loup qui viendrait peut-être
se chamailler avec lui. Et donc, on préfère lui couper les oreilles, ce qui permet de le garder sain et sauf, plutôt que de lui laisser ses oreilles. Donc, le chien n'est pas content du tout. Il est vraiment au début de cette courbe du changement. Il est dans le choc et c'est absolument terrible. Il refuse cet état de fait. Il est en colère contre son maître qui lui a fait ça. Alors, on le voit sur l'illustration, hein, le chien dont il est question, c'était vraiment un dog, hein, c'est vraiment un gros molosse. Et qui dit molosse dit Cerbère, le gardien des enfers. Et donc on a, avec La Fontaine, déjà cette notion de descente aux enfers. Cerbère, c'est le gardien des enfers. D'ailleurs, Hercule viendra à le vaincre en le prenant à la gorge. Et notre molosse des fables, de la fable, ici, a un gorgerin, un collier d'acier qui lui protège la gorge. Donc on est vraiment dans l'univers de la descente aux enfers et ça nous met sur la piste de cette courbe de gestion du changement. On a vraiment une descente au fond du gouffre. Toutes ces étapes d'incompréhension, de déni, de colère nous sont décrites dans la fable jusqu'au vers 9, quasiment la moitié. Et puis on a un retournement au vers 10 et 11. Je reprends ma fable, clac. On a un retournement. Mouflard y croyait perdre, donc on est vraiment sur la première partie de la courbe. Et puis soudainement, il vit avec le temps qu'il gagnait beaucoup. Et là, c'est le début de la remontée. Et là, c'est le début du moment où il comprend qu'effectivement, il a des choses à en retirer. Et progressivement, il va énoncer des vérités qui sont effectivement de l'ordre de l'expérimentation, qui sont effectivement de l'ordre de l'intégration. Je décide, moi, Molosse, Cerbère, de faire avec le fait que je n'ai plus d'oreilles coupées parce que ça va me permettre d'être plus efficace. Donc, on a une vérité générale qui est dite, chien hargneux a toujours l'oreille déchirée, donc on est vraiment là dans l'acceptation. Et puis plus loin, un loup n'eût su par où le prendre, donc le chien accepte le changement, accepte d'avoir les oreilles coupées, il y voit les bénéfices et donc on est sur la fin de la courbe. Voilà. Et donc voilà un exemple de fable qui nous aide à appréhender des compétences managériales. Quand je suis avec mon équipe dans une situation de changement, comment gérer cette courbe du changement et comment mieux l'appréhender. La fable ici est une parfaite illustration et c'est assez étonnant de voir comment La Fontaine est déjà dans cette notion de descente aux enfers et de remontée qui est parfaitement exprimée dans le texte. Et puis, j'évoquais des briques pour soi. Là, l'idée, c'est de se dire qu'au-delà des compétences pures, entre guillemets, que ce soit des compétences techniques ou des compétences managériales, les fables de La Fontaine nous font réfléchir en tant que telles. Et cette réflexion nous amène à prendre conscience d'un certain nombre de choses, à prendre conscience de soi et à réfléchir à notre action au quotidien. Et c'est bien le sens de la morale chez La Fontaine. Et donc avec une illustration avec cette fable, le lion, le loup et le renard. Alors c'est une fable assez rigolote dès le début. C'est l'histoire d'un lion dont il nous est dit un lion décrépit, goûteux, n'en pouvant plus, voulait que l'on trouvât remède à la vieillesse. Donc on a là un lion qui est effectivement au bout de sa course et qui demande à la cour apportez-moi un remède contre la vieillesse, je veux vivre éternellement. Et donc évidemment, la cour afflue en conseilleurs. Chacun y va de sa petite recette. Et puis il n'y a que le renard qui reste un peu en retrait parce qu'il ne voit pas trop d'intérêt de cette histoire. Le loup en profite et dit au lion le renard est resté dans son coin, il n'est pas du tout intéressé par votre demande. Du coup, le lion convoque le renard veut se venger et le loup termine écorché vif, la peau du loup sur le lion en guise de remède tel que conseillé par le renard et évidemment, le loup est dévoré par le lion. Donc on a là à la fois une fable qui commence assez gaiement avec cette phrase rigolote de présentation du lion, mais qui concrètement présente une exponentielle de la violence. C'est-à-dire que d'une sottise initiale du lion, qui demandait un remède à la vieillesse, ce qui est complètement un oxymore, hein, c'est le clarté, remède à la vieillesse, ça n'est pas possible, c'est donc une sorte de sottise, et bien de cette sottise, progressivement, cette sottise va se transformer en drame, en drame mortel. Et donc,
On a une série finalement de dysfonctionnements. D'abord cette sottise initiale, puis des conseillers qui viennent voir le lion mais qui ne sont aucunement médecins, des propositions qui sont faites au lion qui ne sont pas fondées, le lion ensuite qui oublie de vérifier si concrètement ça pourrait fonctionner. Du coup, il se retrouve complètement affublé, ridicule avec cette peau de loup sur lui. Et pour finir, alors qu'il est malade de la goutte, il va faire un festin, il va dévorer le loup. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'absurde, et en plus de l'absurde dramatique, de l'absurde autour de la mort. Avec ces trois personnages, le lion, le loup et le renard, évidemment La Fontaine nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Qui choisissons-nous d'être finalement, et sommes-nous ce leader qui oriente finalement ces équipes vers du n'importe quoi, ou sommes-nous plutôt ces équipiers qui essayons de tirer bien mal à propos parti de cette situation. Donc La Fontaine, en nous présentant ces différents personnages, nous fait réfléchir forcément dès lors qu'on rentre dans la fable. Et ce qui est assez formidable, et je m'enthousiasme, mais c'est que La Fontaine nous montre le chemin. C'est-à-dire que lui-même se pose la question, suis-je lion, suis-je loup, suis-je renard? Lui-même, finalement, dans la fable, se met à l'égal du loup. Le loup, on a vu, finalement, il laisse sa peau, il joue sa peau dans cette histoire. C'est un peu la même chose que La Fontaine dans sa fable. En décrivant finalement un roi, un monarque ainsi malmené, il s'adresse évidemment, il fait écho à la cour, et donc il risque sa peau avec un texte comme celui-là. On sait qu'il y a quand même un peu de délicatesse entre La Fontaine et Louis XIV, confère l'histoire avec Fouquet qui finit en prison. De la même manière, le renard est celui qui prend la parole, il ose prendre la parole longuement dans la fable, c'est bien ce que fait La Fontaine en présentant son propos avec cette fable. Et puis pour finir, La Fontaine est aussi un reflet inversé du lion, puisque ici il montre l'exemple. Dans sa fable, à la fin, dans la morale, il va ouvrir les possibles, il va lui-même investiguer les faits, contrairement au lion qui ne vérifie pas les faits autour des propositions de ses conseillers. Lui, La Fontaine, regarde concrètement les faits, il regarde comment se comportent le lion, le loup et le renard. Et pour finir, il veut co-construire avec les courtisans, puisque sa morale est tout en messieurs les courtisans, cessez de vous détruire, faites si vous pouvez votre cour sans vous nuire, le mal se rend chez vous au quadruple du bien, etc., etc. Donc il s'adresse aux courtisans, non pas pour donner un ordre ridicule comme le lion, mais bien plutôt pour être dans la co-construction. Et donc ce qui est effectivement remarquable dans cette fable, c'est que La Fontaine se met en position de coach, puisqu'il nous montre l'exemple, il rentre lui-même dans la démarche de comprendre sa propre fable, de la triturer et d'en faire une matière de réflexion pour guider notre agir, guider notre action au quotidien dans l'entreprise. Alors, en synthèse sur cette partie, les fables de La Fontaine, une source d'apprentissage efficace pour l'entreprise, puisqu'effectivement, on y apprend des compétences métiers, des compétences de l'ordre du management, et puis des compétences plus, ou en tout cas des éléments de réflexion sur notre propre personnalité en entreprise, avec ce dialogue constant entre le fond, quel est le message abordé, et généralement, attention, parce que à force de travailler les fables, je me rends compte que la morale officielle qu'on trouve généralement en fond à la fin de la fable est pas forcément la seule. Il y a d'autres messages à y trouver et à co-construire avec La Fontaine. Et donc, dans ce dialogue entre le fond et la forme, en fait, on se rend compte que La Fontaine met en œuvre toutes les pédagogies qui sont aujourd'hui utilisées pour enseigner le management, pour enseigner la stratégie d'entreprise. On y retrouve les études de cas. Regardons le singe et le léopard. C'était bien une étude de cas, une étude autour de la vente. On y retrouve l'expérience. Plongez-les dans l'eau, ils apprendront à nager. Donc, on est plutôt bien plus sur ce genre d'approche entrepreneuriale. Et là, c'était excusez-moi, la deuxième, pardon, le chien qui en a coupé les oreilles.
On a bien vu comment La Fontaine nous embarquait dans cette courbe de l'acceptation du changement. Et puis, dernier point, la réflexion, la concentration. Et effectivement, La Fontaine nous prend par la main pour nous amener à réfléchir notre action au quotidien dans l'entreprise. Voilà un panorama très rapide, pardon, je parle vite, sur l'apprentissage des fables de Jean de La Fontaine pour l'entreprise. Ce que je vous propose désormais, c'est de passer à un exercice pratique. On est au cœur de l'entreprise, donc c'est allier la stratégie et l'action. Et donc, je vous propose que on parcourt ensemble et qu'on rentre dans cet exercice de la lecture business. Donc, quel apprentissage pour l'entreprise on peut retirer d'une fable en particulier. Et je vous propose de prendre le satyre et le passant. Le satyre et le passant. Donc, encore une fois, vous retrouvez le texte sur le lien que je vous ai donné tout à la fin. Et celle-ci, on va la lire et puis on va voir ce qu'on peut en retirer ensemble pas à pas si ça vous va. Je vérifie l'heure, il est 33, c'est parfait, on est parti. Alors je suis pas comédien, je suis pas lecteur, je suis pas Fabrice Lucchini, donc la lecture sera ce qu'elle sera. On est parti. Le satyre et le passant. Au fond d'un antre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage et prendre l'écuelle aux dents. On les eût vus sur la mousse, lui, sa femme et main petits. Ils n'avaient tapis ni housse, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie, entre un passant morfondu, au brouet on le convie, il n'était pas attendu. Son hôte n'eut pas la peine de se mondre de foi. D'abord, avec son haleine, il se réchauffe les doigts, puis sur le mets qu'on lui donne, délicat, il souffle aussi. Le satyre s'en étonne. Notre hôte, à quoi bon ceci? L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. Vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Ne plaise au Dieu que je couche avec vous sous le même toit. Arrière ceux dont la bouche souffle le chaud et le froid. Alors, une fable assez courte, ce qui est pratique pour nous. On est dans l'univers de la pastorale. Voilà. On nous présente une sorte de petit paradis sur terre, fait de frugalité, de sobriété, mais de bonheur. Notre satyre est heureux avec sa famille. Il vit au fond de sa caverne, chichement, mais il est heureux. Voilà. On a tout le champ lexical d'une pastorale gentillette qui nous amène dans l'univers de la bienveillance, qui est un peu le thème de cette fable. Bienveillance, on sait que c'est un thème qui revient très souvent dans les échanges sur l'entreprise. Et donc, c'est intéressant de voir un peu quelle est la vision qu'en a La Fontaine. Est-ce qu'on est plutôt du registre d'une bienveillance doucereuse, très sucrée, ou au contraire, est-ce qu'on est sur une vision beaucoup plus exigeante de la bienveillance? En tout cas, la fable va nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit. On est donc dans cet univers très gentillé, de pastoral, jusqu'à l'avant-dernier quatrain. C'est assez étonnant. Tout se passe bien. On a ce satyre avec sa famille qui accueille le passant. On lui offre le couvert et le gîte. Et soudainement, à 6 vers de la fin, ça bug. Ça disjoncte. Il y a une interruption. Il y a une catastrophe. Et c'est, vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Allez-y, partez. Il y en a marre. On vous claque la porte au nez. Et donc, il y a une certaine violence, un peu comme la fable précédente. On a vraiment 6 vers, les 6 derniers vers qui viennent tout briser. Et on a un jeu d'écho renversé entre toute la première partie de la fable, où tout se passe bien, c'est le bonheur sucré, et la fin qui vient tout briser. Les champs lexicaux s'opposent, c'est-à-dire les différents thèmes qui sont déployés par le texte. Le style de discours aussi. Au début de la fable, oui, les deux personnages, le satyre et le passant, discutent, mais on ne nous donne pas leur parole à proprement parler. À la fin de la fable, on s'invective avec un ton direct. Voilà. Donc on a là un jeu d'opposition et on a aussi une opposition dans les postures. Au début, on est sur l'invitation et à la fin, on est sur le rejet disproportionné.
Alors, quel peut être le sens de tout cela? Encore une fois, tout se passe bien jusqu'à 6 vers avant la fin. Tout semble nous dire, avec La Fontaine ici, que nous sommes faits en tant qu'êtres humains, en tant que collègues, en tant qu'hommes et femmes d'entreprise, nous sommes faits pour nous entendre à 79%, c'est-à-dire 22 vers où tout se passe bien sur les 28 qui constituent l'intégralité de la fable. À 79%, on est fait pour s'entendre, on est fait pour se parler, pour que ça se passe bien. Mais il y a ces 21% qui restent. Et effectivement, on oublie que ce satire est un satire. Un satire, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une physionomie d'humain avec des pieds de bouc. Donc, il n'y a que ces 21%, ces pieds de bouc, qui font la différence avec un humain. Et pourtant, on ne peut pas omettre. On ne peut pas omettre qu'un satire est un satire et non pas un humain, qu'il y ait de vraies différences. De la même manière, La Fontaine nous attire sur cette dimension en choisissant l'heptasyllabe. L'heptasyllabe, donc des vers de 7 syllabes, c'est assez rare chez La Fontaine. Donc c'est un choix délibéré du fabuliste. On n'est pas sur l'octosyllabe, 8 syllabes, ou l'alexandrin, 12 syllabes, choix très courant chez La Fontaine, il les fait même souvent alterner. Ces deux types de vers, octosyllabe et alexandrin, ont une rythmique très propre. L'alexandrin, on sait que ce sont 6 syllabes, une césure, 6 syllabes à nouveau, et donc ça donne une scansion, ça nous met dans un discours qui n'est pas dans le discours ordinaire. Là, avec l'heptasyllabe, ce rythme est complètement chamboulé. C'est beaucoup plus fluide, en fait. On est presque sur du discours parlé entre nous. Mais tout de même, donc à 79%, finalement, c'est du discours comme vous et moi. Mais tout de même, il faut rimer à la fin de chaque vers. Il nous reste ce 21% restant qui offre toute une singularité. Et finalement, un des premiers messages de La Fontaine dans cette fable, au regard de la bienveillance, c'est de nous inviter à chercher cette singularité, cette unicité chez chacun. Finalement, condamner le satire, c'est en faire un humain, c'est oublier que c'est un satire à proprement parler. Et donc, c'est finalement se mettre dans ses pas quand il renvoie l'autre sur les roses. Un autre enseignement que nous donne La Fontaine, c'est finalement d'observer le satire. Ce satire accueille de bon cœur ce passant. Il semble complètement désintéressé dans cet accueil. Il semble avoir le cœur grand ouvert. Il ne cherche pas à retirer une quelconque gloire de sa bienveillance, de sa solidarité. Et finalement, en prenant conscience de ce rejet final, on comprend que oui, c'est un accueil désintéressé, mais qu'en fait, le satire se désintéresse du passant. Il s'en désintéresse totalement. Et c'est comme ça qu'il peut renvoyer le passant. Et donc la solidarité dont fait montre le satire est une solidarité de façade, une solidarité qui revient à exploiter des figures de style, les figures de style de la solidarité, des normes sociales d'une sorte de bienveillance et d'amour doucereux. Le passant n'est pas en reste, hein. Le passant n'est pas un modèle non plus. C'est censé être un passant, c'est censé être quelqu'un qui voyage, qui sait ce que c'est que les différences culturelles, qui aurait dû faire donc attention à la personnalité propre du satire. Or, avec le passant, le courant ne passe pas, si je puis dire. Il est bien égocentré, il est tourné sur lui-même, il voit une opportunité, celle de s'abriter chez ce satire, il voit une opportunité de s'y nourrir, il rapporte tout à lui, à la fois le bol de soupe, il se réchauffe. Bref, le passant est proprement égocentré, il ne fait pas attention réellement au satire, il ne fait attention qu'à lui-même. Donc satire et passant ne sont pas des rôles modèles pour nous. Finalement, ils se combinent à la fin dans une même identité, puisque pour deux personnages, La Fontaine utilise le même mot, le mot hôte. Dans la fable, il combine finalement, il rassemble en une seule et même identité le satire et le passant. L'un et l'autre, finalement, ne sont pas des solutions ou des rôles modèles par rapport à la bienveillance. Alors, pour reprendre les mots de la fable, à quoi bon ceci? La Fontaine, une nouvelle fois, nous invite à dépasser le problème et peut-être que justement, il nous invite à exercer cette bienveillance, mais une bienveillance bien plus absolue qui est de ne pas finalement critiquer ni le satire ni le passant comme des parties du problème, mais déjà d'avoir ce regard, de les considérer comme des parties de la solution. En quoi sont-ils des solutions à ce problème de la bienveillance? En quoi nous inspirent-ils
une véritable empathie? En quoi pourrait-il nous aider à définir ce que c'est qu'une véritable empathie? Et là, c'est intéressant, parce que le passant, c'est cette figure de l'horizontalité, en fait. Le passant, d'abord, il passe, donc c'est horizontal, il passe par là, et puis dans son propos, dans sa dynamique, c'est l'homme de la pratique, c'est l'homme des synergies, c'est l'homme des opérations, c'est celui qui voit qu'effectivement on peut rentrer, il y a une opportunité, c'est celui qui, avec un seul souffle, est capable de faire deux choses, donc c'est celui qui est sur les synergies, réchauffer, refroidir, et donc on est vraiment sur un passant figure de l'horizontalité. On est sur un satyre qui, lui, figure de la verticalité, avec tout ce qui nous est dit de son rapport, effectivement, à la morale, sur le fait qu'il en appelle au Dieu, et puis sur ce cœur de prime abord grand ouvert. Donc on a vraiment le satyre qui, lui, représente plutôt une dimension verticale de l'humanité. Alors ça ne pourrait être qu'une simple hypothèse si en fait elle n'était confirmée par la structure même de la fable. On s'est dit tout à l'heure que nous avions des étasyllabes dans cette fable, choix encore une fois peu commun chez La Fontaine. Donc on a 7 syllabes qui viennent se positionner sur chaque vers et donc de manière horizontale. Or, chose curieuse, et ce n'est certainement pas le fruit du hasard, nous avons 7 quatrains. Donc dans la verticalité du texte, nous avons également le chiffre 7. Alors ce chiffre 7 n'est pas anodin, hein, ce sont les 7 planètes du système solaire, les 7 notes de musique, les 7 dons de l'esprit. Et donc on se retrouve avec finalement une définition de la bienveillance et de l'empathie qui veut à la fois avoir cette dimension horizontale et verticale, une dimension éminemment pratique et une dimension éminemment morale. Et ce que nous dit ici La Fontaine avec cet entrecroisement des 7 syllabes et des 7 quatrains, c'est qu'il faut effectivement aller chercher cette intersection, aller chercher cette unique. On aurait eu des octosyllabes et des alexandrins, cette intersection des deux axes serait tombée dans le vide. On aurait eu 4 ronds à gauche, 4 ronds à droite, 4 ronds en haut, 4 ronds en bas, et donc on serait tombé dans le vide. Là, ce que nous dit La Fontaine, avec ce jeu subtil, c'est qu'il faut effectivement aller chercher l'unique chez chacun, et que c'est ça la véritable bienveillance. C'est pas doucereux, c'est pas gentil, c'est pas la pastorale, non, c'est le défi d'aller chercher l'unicité de chacun, d'aller chercher ces 21% pour bien le comprendre, d'aller chercher finalement la spécificité de chacun et de l'assumer, de l'accepter pour anticiper les choses et ne pas être comme le passant à créer un impair, créer l'incompréhension, créer la disruption dans nos relations avec les uns et les autres. Donc attention, finalement, nous dit La Fontaine, les situations peuvent nous paraître aisées, on pense que tout va bien, mais nous sommes faits pour nous entendre à 79%, et il faut aller chercher cette unique à l'intersection du pratique et du moral, cette unique chez chacun, cette spécificité de chacun, pour être bien certain de nous comprendre. Et donc on est dans le croisement des deux, l'unique et non pas le vide, non pas quelque chose de mou, mais bien quelque chose de robuste et de solide, ne pas aller dans les conventions sociales, ne pas aller dans une bienveillance qui serait dictée par l'environnement, mais réellement aller chercher la spécificité de chacun, ne pas en rester à l'ego comme le passant, mais être finalement ouvert à l'unicité de nos collègues, de nos clients, de nos parties prenantes. Et donc là, on peut facilement faire le lien entre la bienveillance, l'empathie, mais aussi le marketing, la compréhension de nos clients, de nos parties prenantes à travers ce travail. Voilà ce qu'on peut effectivement dire d'une fable très courte, mais qui vient nous éclairer sur notre quotidien en entreprise et sur cette notion de bienveillance. C'est bien cet exercice que je vous invite à faire chez vous, à la maison, avec les fables de La Fontaine. Quelle source d'apprentissage pour l'entreprise finalement? Tout dépendra du temps que vous avez. Si vous avez 5 minutes par semaine, prenez une fable, vous y trouverez toujours un peu d'humour, toujours un peu de quoi, un pas de côté pour éclairer finalement votre semaine. Passez-y un peu plus de temps et vous y retrouverez effectivement les compétences qu'on a évoquées. Encore un peu plus de temps, allez, une demi-heure, 40 minutes, on se dit qu'on va creuser le texte, on va rentrer dedans, on va triturer, ça va vous faire un sport cérébral magique.
Ça vaudra tous les sudoku et les mots croisés que vous voulez. Et puis pour finir, si vous avez carrément 1 heure, bah vous verrez que c'est quelque chose que je suis en train d'explorer. Ça va vous faire effectivement beaucoup de bien. Et on va faire un lien avec l'hypnose parce que ça vous amène à un niveau de concentration qui est désormais peu commun dans nos entreprises. Et vous pourrez même faire l'exercice avec La Fontaine, mais effectivement avec tous ses amis, que ce soit Molière, Racine, Proust, Sand, Balzac et les autres, tous ces grands auteurs de la littérature française ont à nous offrir un éclairage particulier sur notre vie au quotidien en entreprise. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Il est 47. C'est parfait, Alexis. Merci en tout cas de toutes ces analogies avec l'entreprise. Vraiment, c'est très fouillé. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Alors, je vais vous relever quelques petites questions d'Édouard Gabriel. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous partager le modèle d'analyse d'entreprise intégrant les fables de La Fontaine? Bon, je pense que vous l'avez fait en partie. Oui, je pourrais le partager sans aucun problème. Oui. Et Véronique Disniel demande si on pouvait revoir le slide à la fin, mais je pense que Alexis va reprendre quelques slides, 3-4, et puis on vous les enverra. Bien sûr. Les plus spécifiques. Et Édouard Gabriel nous réécrit: au moment où la France prend conscience d'un besoin de réindustrialisation, quelle fable donneriez-vous à notre réflexion et celle de nos politiques? Ça, c'est un devoir. Ça, c'est utile, peut-être? Non, enfin oui, c'est pas une question simple, mais celle qui me vient à l'esprit, c'est le savetier et le financier. Voilà, c'est l'histoire d'un savetier qui est très heureux dans son artisanat. Et donc il fabrique, donc c'est le lien que je fais avec l'industrialisation. Mais il est tellement heureux dans son métier qu'il chante. Et son atelier est en contrebas de la maison du financier, et il chante, mais ça empêche le financier de dormir. Et donc le financier a décidé d'en finir avec cette histoire, avec ce tapage, et donc il donne une somme complètement inconsidérée au savetier. C'est une sorte de levée de fonds des temps modernes, et le savetier tout est buddy par cette somme. Et il commence à stresser, il commence à s'inquiéter, ou qu'en faire, où la mettre, où la cacher, ou comment la mettre en lieu sûr. Et du coup, le savetier arrête de chanter, puisqu'il en perd sa joie, il en perd sa satisfaction. Et finalement, il vient quelques jours plus tard rendre l'argent au financier en disant non, mais j'en veux pas. En fait, ça fait mon malheur et ça m'éloigne de mon métier. Donc voilà, à brûle pour point, ce sera ma réponse. Ça méritera d'être un peu creusé pour aller chercher quelque chose de plus fouillé encore que simplement cette analyse de surface. Oui. J'ai lu également que la fable de La Fontaine préférée des avocats, c'est les animaux malades de la peste. Oui. Donc la morale, c'est que les hommes ne sont pas condamnés de manière équitable pour leurs fautes. La justice se montre ainsi corrompue parfois et inévitablement plus sévère. Bon, maintenant, ça reste à votre appréciation à chacun d'entre vous. Et puis, de manière un petit peu moins entrepreneuriat, je me dis que Jean de La Fontaine aurait toute sa place dans les formations d'entreprise que nous organisons à l'Institut Fontaine et à Fontaine Formation. Mais j'ai trouvé également que pour les 400 ans de sa naissance, il y a 6 artistes qui ont mis en musique 6 fables, avec Catherine Ringer qui a mis en musique Le Lièvre et les Grenouilles. Donc, elle met en scène les conditions les plus difficiles des peureux. Et donc, c'est une fable visiblement très imagée, je l'ai vue, et donc elle met en musique sa propre angoisse de monter sur scène. On peut être courageux quand on a peur, mais voilà, elle arrive à vaincre sa peur. Ensuite, il y a Olivia Ruiz qui, elle, chante Le Lion et le Moucheron, donc où les deux animaux finissent par s'entretuer.
visiblement, ça se clôture par une double morale. Il faut se méfier des plus petits que soi. Et la deuxième, quand on fanfaronne, on peut aussi perdre la face. Et il y a une fable que j'ai trouvée très intéressante aussi et qui est vraiment d'actualité, indéniablement, c'est celle de la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, par un rappeur que je ne connais pas, qui s'appelle Kerry James, et qui dit que dans cette fable, il a trouvé une résonance dans la société actuelle, hein, qui impose des codes, des attitudes, une manière de penser, et que tout est amplifié par les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore vraiment d'actualité, et voilà. Merci beaucoup, Alexis. Ça a été Merci à vous. Un super moment. Merci infiniment à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci nous beaucoup vous écrirons, oui, nous vous écrirons et nous vous enverrons quelques petits trucs. Voilà, on ne va pas vous envoyer toute la présentation d'Alexis, mais quelques slides. Voilà, Alexis, je vous souhaite eh bien, une belle journée, parce que chez vous, elle démarre. Alexis, oui. c'est aux aurores pour nous. Ça y est. Pour nous cultiver, et c'est très, très, très bienveillant de sa part. Merci beaucoup. Un immense merci à tous. Merci à tous. On a tenu notre engagement. Il est 13h55. Donc, bel après-midi à tous. À bientôt.